Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. Contis et son Wonderland est donc devenu mon nouveau pèlerinage annuel pour les vacances. Toujours choisir le bon timing pour partir. Loin des flots de foule de touristes, c'est aux intersaisons que les moments sont idéaux. Juin et septembre, mes mois préférés. La voiture toujours blindée de bombes, savoir rester équipé et avoir le regard à l'affût des murs tout tagués reste une de mes spécialités. Donc au programme de ce nouveau séjour, c'est de mettre la Polynésie à l'entrée du village en peignant la magnifique et légendaire vague de Tiupo, sur un angle d'un vilain transfo. D'un côté, la vue depuis l'intérieur du tube au travers duquel se dessinent les sommets des montagnes aux couleurs de la jungle. Et de l'autre, la silhouette d'un surfeur vu de sous la vague, traçant dans le tube au plus beau bleu des lagons idylliques, avec le soleil qui irradie de sa puissante lumière. Lorsque je réalisais cette fresque, j'ai rencontré Alain, qui me klaxonnait à chacun de ses passages pour saluer l'ouvrage achevé. Et vu que ça lui plaisait, il m'a autorisé à me défouler sur le mur de son école de surf. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Alain, c'est le moniteur de surf pionnier de Contis, qui a fondé l'école nommée Max Respect. Cette année, lui et son équipe ont célébré les 25 ans de l'école avec en cadeau l'inauguration d'un tout nouveau local tout beau, tout neuf. Mais revenons quelques temps en arrière. Alain me propose de peindre le mur de leur local en bas de la dune. Trop beau cadeau. Je leur ai fait un superbe coucher de soleil sur l'océan, aux couleurs flamboyantes, roses, orangées et des nuages embrasés. En silhouette au premier plan, un surfeur contemplant ce magnifique spectacle entouré de quelques pins maritimes et un joueur de guitare inspiré par l'ambiance magique. Tellement reconnaissante de pouvoir m'exprimer en toute liberté et mettre en valeur des histoires locales tout en couleurs. En tout cas, si vous cherchez à apprendre à surfer dans le coin, n'hésitez pas à les contacter. L'école, c'est maxrespect.com. Et il s'est même avéré que le grand ami et collaborateur d'Alain, Thierry, dit Tonton, c'est aussi le super pote de Younes, mon moniteur de surf à Imswan, dont je vous ai parlé dans l'épisode numéro 2. Je vous le dis, la vie est une vraie magie. Et pour continuer dans ces incroyables synchronicités, un personnage bien sympathique, retrouvé au détour d'un marché sur le sol landais, c'est un bonhomme plein d'humour et de dérision. Avec ses yeux verts et ses petites lunettes, il a l'œil affûté pour l'image et son talent s'exprime aussi dans la culture de fruits et légumes. Il est toujours accompagné de son fidèle petit toutou nommé Tocard. Je l'avais connu à Chamonix sur les pentes des Grands Montets à rider la poudreuse et je le retrouve en bottes de pluie dans une oasis au cœur de la forêt. Son pseudo en dit long sur son passif de sculpteur de boss des montagnes pyrénéennes.
tu vas te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours de vie entre l'océan et la montagne. Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans et j'ai grandi à cheval entre la montagne et l'océan, puisque j'ai de la famille en Haute-Savoie et j'ai grandi dans le Gers principalement et dans la banlieue bordelaise, enfant. Donc j'avais depuis toujours le contact entre l'océan et la montagne. Et la région de la Haute-Savoie où tu as le plus gravité? Ça restait beaucoup autour de Saint-Gervais, Megève et Chamonix, et les Contamines aussi. En tout cas, j'ai le plus de souvenirs. Et donc j'avais la famille sur Megève et on y allait quand même toutes les vacances quasiment, été, hiver. Donc j'ai vraiment grandi, une part de ma vacance et de mes souvenirs d'enfance sont là-bas, quoi. Et au niveau de ta vie en tant que saisonnier, parce que tu as dû y graviter un peu plus tard et y travailler, tu as fait différentes stations et différents jobs, j'imagine. Alors oui, j'ai gravité exactement comme un saisonnier, c'est-à-dire que je faisais des saisons l'été à la plage, notamment pour le surf à partir de ma 20e année à peu près. Et puis et l'hiver donc pour la passion du ski et du snowboard, donc par contre beaucoup plus dans les Pyrénées, parce que j'étais très attaché aux Pyrénées du coup en étant plus proche. Et je suis resté pas mal là-bas quand même, j'ai fait qu'une saison à Chamonix. Une des dernières saisons que j'ai fait c'était à Chamonix, oui, mais c'était un vrai plaisir d'ailleurs. J'ai fait des belles rencontres. Donc ouais, tu travaillais en tant que photographe dans la vallée de Chamonix quand tu s'est rencontrés et du coup c'était ton job de saisonnier ou c'était plutôt de la passion que tu voulais développer en tant que freelance? Alors à cette époque-là, j'étais un peu dans le doute après la transition avec le numérique et j'avais un bon appareil et j'avais la chance d'avoir Franck Bernès, un bon ami des Pyrénées qui était lui en train de gérer la marque Zag sur place et avec qui j'ai trouvé un bon deal qui était on te loge, on te file les forfaits et puis comme ça on a un photographe dispo et moi ça me permettait d'avoir un camp de base sur place. Et puis après j'avais d'autres connexions un peu plus locales et du coup elles se sont faites assez vite et c'était un peu magique comme hiver parce que ça faisait longtemps que je voulais y aller. J'avais pas trop ni je pense les compétences parce que c'est quand même une montagne un peu flippante on va dire. Et après c'était une seule saison parce que je savais pas trop si j'allais retourner là-bas l'année d'après. Puis en fait je me suis aperçu qu'il n'y avait pas forcément tant de travail dans tout ce qui était un peu photo freeride. Je pensais qu'il y avait un peu plus de travail sur place et du coup j'avais pas vraiment la nécessité ou la possibilité de revenir l'année d'après, donc je suis pas revenu, mais j'avais fait pas mal de choses que je pensais pas faire dans ma vie, donc j'étais très content de ma saison surtout. Et c'était une bonne fin parce qu'après je me suis retrouvé quand même plus dans les Landes, à vouloir m'installer dans les Landes, donc j'ai fini sur quelque chose de cool. Plus la Grave aussi un petit peu où j'ai eu le temps d'aller, donc c'était vraiment le bonheur et je compte y retourner quand même plus tard avec mon fils notamment. Et les trucs super cool que tu as fait à Chamonix ou à la Grave, c'était quoi par exemple tes meilleurs souvenirs, tes performances, comme on aime bien dire là-bas, ou tes runs que tu rêvais de faire? Ma performance, j'ai toujours été accompagné donc, par des locaux qui étaient plutôt bien calés. D'où Charlie à l'époque, il voulait bien faire des photos avec moi, donc c'était trop cool, il m'emmenait partout, on était toujours au bon endroit. Et puis après, c'était surtout le souvenir que justement très bien accueilli et quand même une bonne mentalité dans l'aspect hors piste et ambiance à montagne en fait. Et j'avais un peu des appréhensions par rapport à ça, une peur un peu d'une forme de localisme liée à la surcharge de monde là-bas. Et en fait, c'est vraiment grand la montagne là-bas, donc il y a vraiment de quoi faire et c'était surpris par ça surtout, la qualité de la neige qu'on n'a pas dans les Pyrénées, les dénivelés, enfin complètement un autre univers pour moi en fait, c'était l'Alaska du petit Pyrénéen on va dire. Et les parallèles que tu peux faire entre la Grave, la Meige et Chamonix? Entre la Grave et Chamonix, c'est pas pareil, c'est pas vraiment pareil du coup, c'est assez marrant. La Grave, je sais pas comment on peut comparer, la Grave c'est une petite fête foraine de village et Chamonix c'est un peu Walt Disney quoi, c'est Disney World quoi. Donc les deux sont vraiment très cool quoi, je pense. Et je suis quand même foncièrement peut-être plus proche des petites fêtes de village et de l'ambiance qu'il peut y avoir à la Grave. Mais je reste vraiment impressionné par Chamonix, les montagnes. C'est autre chose quoi, c'est à part vraiment.
Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Et tu t'es retrouvé un peu au bord de l'océan finalement. Maintenant, tu es aujourd'hui installé dans les Landes. Et au niveau de ton job, c'est un petit peu complètement différent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis maraîcher, je fais des légumes bio, j'essaie de faire fonctionner une ferme de manière assez autonome, on va dire. Et c'est carrément autre chose, c'est plus une immersion dans la nature. Je surfe beaucoup moins parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur le terrain, mais c'est vraiment toujours la nature en fait, plus les plantes maintenant et une vie un peu plus, on va dire, rangée que la vie de saisonnier. J'ai un fils, donc avec le maraîchage, il faut quand même s'accrocher pour assurer derrière. Donc j'ai une vie bien remplie, mais un peu moins ludique qu'avant, on va dire. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages à faire ce que je fais sur place, là, d'être bien. Et j'ai quand même le bénéfice d'avoir l'océan à côté, les montagnes juste à côté aussi, il suffit de prendre la voiture. Donc en ce moment, je suis dans une phase vraiment de travail, d'installation de la ferme, mais je compte bien reprofiter un peu plus tard de toutes les joies de la glisse. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la montagne et des choses que tu détestes ou adores de l'océan ? Alors la montagne, ça me manque de plus en plus là, et je compte bien y aller cette année. Et l'océan, c'était quoi la question ? Des choses que je déteste ou que j'adore ? L'espèce de frustration qu'il y a dans le surf avec les vagues pas trop régulières, entre le vent qui va pas, la houle qui va pas, et voilà, donc c'est assez... la montagne, même quand c'est pourri, même si la neige est pourrie, tu peux quand même te balader, même s'il y a du vent, tu peux quand même te balader. Le surf, des fois, t'attends un peu le miracle. Et ou alors c'est pas au bon moment, donc c'est un peu cette frustration-là que j'ai, sportive, on va dire. Après, non, l'océan, c'est trop bien, c'est très vivifiant. L'eau, surtout, le contact de l'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur, je pense. Et aujourd'hui, l'idéal dans ton mode de vie avec ces deux éléments, ce serait quoi ? Comment t'équilibrerais pour t'y retrouver entre tes deux zones que tu aimes, quoi, tes disciplines dans la glisse et tes loisirs et ce qui te fait du bien à ton être ? Alors, ce qui est pas mal dans le maraîchage, c'est que l'hiver, c'est quand même un peu plus calme, donc je peux quand même profiter de ce temps-là, au moins au mois de janvier complet, pour profiter de la montagne. Et puis, non, ça s'équilibre plutôt pas mal. Mon fils grandit et c'est surtout le plaisir de savoir qu'on va pouvoir partager ces moments sportifs ensemble. Donc pour l'instant, c'est plutôt enthousiasmant. Il a commencé un peu le surf vite fait, le skate il aime bien, donc c'est marrant. Ça promet de belles choses encore, différentes mais pas mal aussi. Et sinon, tu as un dernier message pour les montagnards ou pour les amis de l'océan ? Un message global oui, je sais pas, il y a un lien toujours à pas oublier entre les sports qu'on pratique dans la nature et la nature elle-même. Et on l'a vraiment beaucoup oublié, je le vois moi ici en accueillant des stagiaires ou des gens qui se réintéressent un peu ou des gens un peu urbains qui s'intéressent à la nature. Et y compris moi-même, je vois qu'on a vraiment été coupé de notre milieu et qu'on ne ressent pas trop les choses. Et que ça pourrait aider dans la compréhension de tout ce qui se passe un peu dans les mouvements écologiques, un peu, de voir un peu plus, de se rapprocher un peu plus de la réalité des choses. Après, non, amusez-vous bien. Il y a des bonnes planches de skate dans les Landes aussi. Je sais pas si tu veux en parler. Donc c'est cool, il y a plein de choses qui se passent. On va avoir des pump tracks, on va avoir, voilà, Disney World partout, quoi. Trop bien. Eh ben merci Nico, alias Nico Pell. Et d'ailleurs, tu peux nous dire un petit peu c'est quoi l'histoire de ce pseudo ? C'est tout simplement, ça date un peu du snowpark à la Mongie où on va dire que déjà il y avait plusieurs Nico dans la bande forcément. Et puis moi j'avais toujours une pelle à la main parce que ça me permettait, on va dire en tout cas, d'être toujours sur place sur le terrain et de profiter de ma veste de pisteur pour balader un peu. Donc voilà, rien à voir avec les roulages de pelle, je précise. Pour ceux qui douteraient encore. Merci pour ton partage et ton témoignage. Merci So, et puis bienvenue dans les Landes alors.
Bon surf, bon tagage. Tague-nous bien tout ça. Avec grand plaisir. Merci. Nicolas a réussi à créer une véritable oasis d'abondance au cœur de la forêt. Il a eu un sacré flair pour sentir et reconnaître le potentiel de ce terrain. Il a tout mis en œuvre pour fertiliser, préserver et dynamiser la biodiversité. Son espace s'appelle le Jardin des Bibous, si vous voulez le suivre sur Facebook. Ce projet d'agroforesterie qu'il a mis en œuvre et conçu avec les pratiques de permaculture s'est révélé être un exemple de la situation précaire des agriculteurs qui se lancent aujourd'hui dans la création de fermes bio ou en agriculture raisonnée. Car faisant face aux institutions et aux législations en vigueur qui n'autorisent pas aux maraîchers de pouvoir construire leur lieu d'habitation sur leur terrain, pour s'occuper au mieux des cultures tout en réduisant un maximum l'impact carbone, ce qui leur permettrait d'optimiser leur rendement, d'être en semi-autonomie pour un développement local, durable, sain, écologique et aujourd'hui plus que vital. Alors que les pesticides sur ces zones dites protégées coulent à flot, détruisant les sols et nous empoisonnant au passage, sont légaux. Notre Nicopel militant explique la situation et nous éclaire sur une réalité bien cachée. Je vous mets en lien, dans le résumé du podcast, sa vidéo qui témoigne de son histoire. Étant un peu pirate dans l'âme, il a tout essayé pour optimiser au mieux et vivre décemment en accord avec ses valeurs, en construisant une petite maison en bois pour y stocker ses récoltes, ainsi que pour pouvoir être au cœur de son activité en réduisant au mieux son impact environnemental. Malheureusement, après plusieurs années de valeureux combats face aux léviathans législatifs et administratifs, il vient de démonter ce bâtiment sous peine de coûteuses amendes. Et ô combien usé d'essayer de se battre pour des valeurs face au monstre qui engloutit toute source de vie. Aujourd'hui, il continue sa vie fertile, découvrant encore de merveilleux trésors sur son oasis qui lui apporte une grande autonomie. Il a arrêté de faire les marchés pour vendre quelques légumes à des bobos, comme il dit, et s'oriente plutôt vers la création de stages, formations, grâce auxquels il pourra transmettre toutes ses connaissances en la matière. Comment cultiver l'autonomie en s'appropriant un espace, en s'y adaptant, en y développant son plein potentiel et en récolter une grande richesse sur tous les plans pour un état de bien-être global. N'hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir de vous initier et de vous partager ses savoir-faire. Mais laissez-lui l'hiver pour qu'il puisse profiter de la bonne neige avec son fiston et se remettre en douceur de cette étape. De nouvelles graines ont été semées pour de futurs horizons. Et un printemps florissant de partage, transmission et de belles aventures est à venir. Chapeau Nico pour ce courage et cette énergie de se donner pour la nature et le vivant. Dans le prochain épisode, pour rester connecté à ces deux éléments opposés que sont la montagne et l'océan, nous allons explorer les parallèles et les contradictions que l'on trouve dans nos chers instruments de glisse. Nous oscillerons du flocon à la vague pour tracer un portrait ludique de ces jouets magiques. Du sérac au ressac. Du sérac au ressac.